Bonsoir à tous et à toutes. Et merci d'être venus nombreux pour écouter Monsieur Bidibul himself nous présenter une sélection de littérature chinoise, japonaise et coréenne. Sélection longuement mûrie depuis plusieurs mois pour un équilibre juste. Voilà, j'espère que j'aurai assez de stock pour tout le monde. Bonjour. Alors, Claude Carrick m'a proposé de présenter des ouvrages de littérature asiatique. Je me suis un peu creusé la tête. Et au début, on m'a dit ouais, il faut que tu fasses des trucs sur la Chine. Bon, ok. Alors, je me suis dit oui, c'est bien, mais c'est compliqué. Alors, c'est compliqué parce que voilà, il y a les classiques. Et les classiques, c'est des pavés, c'est énorme. Certains sont quand même très difficiles, je trouve, à lire pour les occidentaux. Parce qu'il y a vraiment un contexte qui est difficile. Hein. Bon, j'en parlerai un peu. Et puis, d'un autre côté, je trouve qu'il y avait aussi quelque chose d'un peu compliqué parce que finalement, la littérature chinoise, pour nous, c'est quelque chose finalement de neuf quand on y réfléchit. Parce que pendant très longtemps, la Chine, ça a été un pays qu'on ne voyait pas. Moi, je m'approche de ma quarantaine d'années. Voilà, j'étais comme tous les Occidentaux, comme tous les jeunes Européens. On commence à avoir des influences asiatiques qui viennent par la pop culture, hein, tout simplement. Mais ces influences asiatiques, c'est le Japon. Et clairement, c'est la guerre froide qui fait ça. C'est le Japon, puis un peu la Corée maintenant. Et puis la Chine, pendant très longtemps, ça n'existait pas. C'était les chinoiseries qu'on avait en tête. Voilà. Donc, ces chinoiseries, c'était des souvenirs coloniaux. C'était Shanghai, c'était des choses comme ça. Et même les classiques chinois, finalement, ils avaient oublié. Tout avait disparu dans la brume de la guerre froide, et puis de la Chine maoïste, et puis du repliement, et des 150 ans perdus par la Chine. Donc voilà, il y avait ce contexte. Alors, et puis, ça m'embêtait de faire un truc uniquement sur la Chine. Alors je me suis dit, en plus, il y a quand même ces trois pays, la Chine, le Japon, la Corée, ces trois pays en fait qui fonctionnent ensemble. Et qui ont vraiment des liens historiques très profonds, et des liens culturels. Et c'est difficile de parler, je trouve, du Japon sans parler de la Corée et de l'opposition qu'il y a eu. C'est difficile de parler de la Chine sans le Japon, évidemment. Mais de même, c'est difficile de parler de la Chine sans le Japon, dans l'autre sens. Parce que l'histoire de la Chine est quand même intimement liée au Japon. Et de l'autre côté, l'histoire de ces trois pays est aussi liée à l'Occident. Donc aussi, c'est compliqué. Donc je me suis dit, je vais prendre des bouquins, des romans là-dessus. Alors moi, je suis pas littéraire. Je suis prof de physique à la base. Donc voilà. C'est pas mon domaine, je suis pas universitaire, je connais pas non plus l'histoire de ces pays profondément, mais je pense que c'est quand même intéressant. J'ai lu des choses, puis pour des raisons personnelles aussi. Donc j'ai lu des choses, je connais des choses, donc voilà, je me dis je vais faire quelque chose là-dessus, et puis je vais prendre des... Alors j'ai quand même commencé par la Chine, parce que voilà, parce que c'est le cœur de l'Asie en fait. Mine de rien, la Chine, c'est le cœur des cultures asiatiques. C'est vraiment la culture principale qui a essaimé et qui a imposé ses bases au reste, ses bases culturelles, et puis les autres ont brodé autour. Alors, comme dirait Bourdieu, c'est un des impérialismes de l'universel, d'une certaine façon. De la même façon que Bourdieu disait que la France et l'Amérique sont deux impérialismes universels, on peut dire que la Chine aussi est un impérialisme universel en Asie. Alors, je vais commencer par un des classiques chinois. Alors, pourquoi celui-là ? Parce que celui-là, en fait, on a tous des images de ce bouquin, même si on l'a pas lu. Donc, c'est Au bord de l'eau. Alors, au bord de l'eau, il y a 4 grands classiques chinois. Il y a Au bord de l'eau, La pérégrination vers l'ouest, il y a le songe dans le pavillon rouge, et les 3 royaumes. Mais grosso modo... Oui, mais bon. Enfin, les quatre canoniques, c'est cela, on peut dire. Et... comment dire, si je commence par celui-là, c'est parce que c'est un bouquin d'Heroic Fantasy, essentiellement. Alors moi, je suis pas un lecteur d'Heroic Fantasy, donc c'est compliqué. Mais voilà, c'est un bouquin qui est fascinant. Parce que c'est un pavé, déjà. Et puis, parce qu'il y a tout. Et c'est un bouquin aussi qui a une histoire assez extraordinaire, quand on y réfléchit. Parce que, grosso modo, ça raconte quoi ? Ça raconte une révolte, en fait. Ça raconte des brillants qui s'associent, et puis qui, grosso modo, agrègent autour d'eux des gens qui sont déçus du confucianisme, qui sont déçus de l'Empire, qui sont des gens des marges, qui sont des généraux qui sont brillants, mais qui font une faute, et puis voilà, ils sont chassés. C'est des gens aussi qui sont un peu trop impulsifs, qui s'amusent à tuer des gens sur un coup de poing, qui sont trop bu, parce que, voilà. Et puis, ils se font capturer par
la justice mandarinale, impériale. Et puis c'est des paysans qui se révoltent parce que voilà, les mandarins, ils prennent tout, ils exproprient tout, enfin toute la bureaucratie mandarinale est pourrie et corrompue jusqu'à l'os. Et donc voilà. Et donc c'est une révolte qui est menée par un paysan. Et alors c'est une révolte historique qui a existé en 1100. On a 1130 à peu près, on a apparemment ce leader est arrivé à un moment. Alors c'est à la fin, c'est dans une période assez intéressante parce que c'est un moment où il y a une bascule entre deux systèmes en fait. C'est les Song qui ont commencé à unifier le pays, qui commencent à moderniser, qui ont modernisé le système mandarinal, donc c'est un système méritocratique qui est apparu, et qui commence à s'affaiblir, et puis il y a la poussée des Mongols. Et donc c'est à ce moment-là, c'est la charnière entre deux systèmes, que voilà, ça s'effondre, et puis... et donc... c'est une bande de bandits, donc ça commence par un bandit, deux bandits, trois bandits, puis ça arrive jusqu'à 108 bandits. Voilà. Et donc ces 108 bandits, ça se divise en deux groupes. Il y a les 36 astres célestes, donc c'est les 36 qui sont les meilleurs, qui se battent le mieux, et il y en a 72 qui sont les astres terrestres, qui sont un peu moins intéressants, il y a 3 femmes parmi eux. Voilà. Dont Vipère d'une Toise, général en chef féminin, cavalière, dont une ogresse, qui est une femme qui a une auberge rouge en fait. C'est-à-dire, les gens sont accueillis, ils viennent, ils sont drogués, puis ils finissent dans les pains farcis. Voilà. Donc il y a tout cet aspect-là qui est assez drôle, parce que voilà, c'est des fers à bras, ça passe son temps à boire, à se battre, puis à combattre, et à redistribuer de l'argent. Et à se battre aussi contre les moines, parce que les moines, on les aime pas non plus. Parce que les moines... comme il explique, les moines ils font rien. Ils passent leur temps à prier, ils passent leur temps à penser à ça. Voilà. Donc à voler les femmes des autres, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a tout ce côté quasiment anarchisant en fait. C'est vraiment une insurrection anarchisante. Contre les mandarins, voilà. C'est vraiment l'idée que, non, en face de nous, on a un ordre qui est injuste, et puis il faut l'abattre, et on va bâtir cette espèce de camp dans lequel les justes, les astres célestes, et puis les astres terrestres, vont bâtir une sorte de société parfaite. Enfin, c'est ce qu'on s'attend. Pas tout à fait aussi bien que ça. Alors, le bouquin est assez fascinant parce que donc il y a cette réalité historique, mais qui n'est pas importante parce que c'est pas une révolte qui a réussi ou qui a changé une dynastie. C'est vraiment anecdotique en fait dans l'histoire chinoise cette révolte. Et puis seulement ces types, leur histoire est déformée. Et ça dure 2 siècles. Pendant 2 siècles, c'est raconté sur les marchés, c'est raconté comme pièce de théâtre, c'est raconté comme poésie, et puis ça se fixe. C'est des mandarins qui commencent à le fixer. Alors ils le fixent, donc ils font déjà le recueil de tout ça, ils font une chronique à 120 chapitres, donc voilà, colossal. Déjà une première version se fait, alors ça se fait à peu près à la fin des Mongols, au début des Ming, et puis il y a la version qui est là, qui est la version traduite par un grand sinologue français, Dars, qui est mort il y a quelques temps d'ailleurs, qui était celui qui dirigeait la collection Connaissances de l'Orient. Il fixe ça à 70 chapitres, donc il a quand même sacrément écrété. Alors le type est assez fascinant parce que, en fait, c'est pas un mandarin. C'est un déclassé lui aussi. C'est un gars qui passe les concours et qui rate le concours mandarinal et il peut pas devenir mandarin. Et par contre, c'est apparemment, d'après ce que j'ai compris en cherchant un peu dans des revues, c'est un type qui va réussir en fait il va changer en fait la critique littéraire. C'est un gars qui va imposer en fait dans un domaine qui est considéré comme bas, qui est celui de la littérature populaire chinoise, des techniques d'analyse des textes qui sont utilisés dans la poésie et puis dans la peinture qui sont considérés comme des domaines élevés. C'est-à-dire que c'est le gars qui fait rentrer la culture populaire chinoise dans le canon culturel et dans le canon littéraire chinois. Donc c'est un type qui est très intéressant, donc c'est un déclassé qui bâtit en fait un domaine d'études, un domaine de travail, un domaine qui adoube un domaine de la littérature, et c'est un révolté. En fait, en 1660 et quelques, il finit décapité parce qu'il dirige une révolte de lettrés contre un intendant impérial corrompu. Il amène une pétition, et voilà, c'est comme ça que ça s'achève. Donc il y a quelque chose de vraiment fascinant parce que, en fait, cette révolte, c'est le prototype des Taiping. Les Taiping, c'est la plus grande révolte qu'il y a en Chine, c'est la plus grande guerre civile chinoise et sa plus grande guerre civile du monde.
et c'est la dernière grande révolte paysanne. Et on retrouve ça là-dedans. Et c'est vraiment fascinant de voir que, voilà, c'est un texte de 1600, les typings c'est 1860 et quelques. Donc vous voyez, il y a 200 ans, et puis le texte est là, et puis quand vous le lirez, enfin si vous le lisez, vous verrez, le texte, on sent qu'il a été un peu tronqué, parce que quand même, il faut pas trop aller loin, on dire, ouais, c'est bien, les révoltes, les machins, les révolutions, c'est pas le pied, voilà. Donc, alors, pour donner un peu le ton, pour donner un peu le ton, je vais lire quelques titres de chapitre. Je vais pas lire le texte, parce que c'est long. Alors, je vais dire les 3 petites phrases qui demandent. Alors, je vais commencer chapitre 4. Sagesse profonde sème la confusion dans le monde des 5 terrasses. Le sous-directeur Zhao répare par 2 fois le temple Mansushi. Le petit potentat Yves trouve une surprise derrière la courtine dorée. Le bon tatoué, c'est sagesse profonde. Alors, le bon tatoué en question, sagesse profonde, c'est en fait c'est un soldat, c'est un major de l'armée impériale, qui est un peu impulsif, il boit un peu trop et il a tué 2 types à un coup de poing, voilà. Donc il est obligé de partir, parce que ça va mal se finir pour lui. Et donc il rentre dans un... Bon, il connaît quelqu'un qui est riche, qui a des appuis, donc il lui fait une lettre un peu de complaisance pour dire bon bah tu vas devenir bonze maintenant. Comme ça au moins tu risques pas d'avoir de soucis quoi. Donc vous imaginez une montagne colossale qui se fait raser, qui devient bonze. Bon, alors donc chapitre 8, le bon tatoué, donc toujours lui, des racines d'un coup en sol pleureur. Tête de léopard pénètre par les gardes dans la chambre du tigre blanc. L'instructeur Lin, attendez. Qu'est-ce qu'il y a Ah oui, voilà. L'instructeur Lin, marqué au visage, est banni à Kansu. Sagesse profonde suscite un grand gargouille dans la forêt des sangliers. Donc voilà. Donc il faut s'imaginer. L'espèce de géant qui boit, qui dévaste tout sur son passage, et puis qui sème un chaos aimable. Et puis c'est comme ça, tout le temps. Alors, il y a un côté un peu répétitif, effectivement, mais parce que c'est un côté oral. Ce qui est pas, Puis il y a vraiment un côté malicieux. C'est extrêmement malicieux. Il y a un côté assez aussi indulgent sur la nature humaine. Un des personnages, c'est Tourbillon Noir. Alors, Tourbillon Noir, bon voilà, dans la pop culture actuelle, c'est un serial killer, quoi. C'est un type, quand il va au combat, il se déshabille, il est tout nu, il est noir, il a 2 haches, et il coupe, il tranche. Et puis dès que ça tombe pas assez, bah, il est pas content. Et pourtant c'est un brave homme. C'est un brave homme qui, voilà, il va s'occuper de sa mère, il va s'occuper de sa grand-mère, il rencontre un bandit qui essaie de le dévaliser, mauvaise idée. L'autre se rend compte que, ah mince, c'est Tourbillon Noir. Donc il dit, écoute, je te dévalise certes, mais c'est pour quand même sauver ma grand-mère qui va mourir de faim, je vais lui offrir un cercueil. Et donc Tourbillon Noir lui donne de l'argent et le laisse en vie. Puis il le retrouve après, puis il s'est rendu compte que c'était un vrai bandit, alors là, bon, ça se finit mal. Donc voilà. Donc ça, c'est donc un des grands classiques, et clairement, c'est un texte qui va irriguer toute la culture chinoise, et qui a un autre côté, je trouve, c'est que par la pop culture, ça se diffuse aussi chez nous. Enfin, vous lisez ça, les combats que vous trouvez, vous les avez déjà vus. Enfin, c'est le cinéma de Hong Kong, c'est les bandes dessinées, c'est les jeux vidéo maintenant, c'est ça quoi. Enfin, c'est... On a toutes ces images. D'ailleurs, le style... la traduction française est assez remarquable, parce que c'est une espèce de réinvention du français, de l'ancien français, quoi, dans un contexte chinois. Et parce que c'est ça qu'on pense, quoi. C'est le roman de renard. C'est des textes comme ça, c'est des textes du Moyen-Âge auxquels on pense. Mais il y a un côté très très graphique qu'on n'a pas, qui est vraiment extraordinaire. Il y a vraiment des images qui rentrent dans votre tête, quoi. Enfin, il y a un des personnages, Sagesse profonde, par exemple, au moment où on le voit en train de demander... il rentre, il est pris pour être bonze, et puis on lui dit... voilà, c'est un ancien officier, c'est un ancien major, c'est pas un officier. Enfin, c'est un ancien major, il commence à dire, oui, moi je vais être l'équivalent d'un évêque, voilà. Et là, tu lui dis, non, non, tu débarques, t'es novice, non, tu vas être gardien du potager. Non, je vais être... non, quand même, vous allez me filer un poste un peu plus en rapport avec ce que je sais faire. Puis,
voilà, et Bonze lui explique gentiment, oui mais t'inquiète pas, si t'es gardien de ça, tu peux avoir une promotion, tu peux être sur-gardien de tel autre potager, puis après tu peux t'occuper du domaine forestier. Et puis ben voilà, après on lui dit, bon, il y a de la promotion, allez j'accepte. Voilà. Donc voilà, tout est comme ça dans ce bouquin. Alors, après, il y a un côté qui est quand même étranger, qui nous est étranger, c'est les listes, les rangs. Enfin, voilà quoi, c'est une société qui est hiérarchisée, donc il y a des rangs, il y a des listes, il y a des ordres comme ça qui sont faits. Et nous, voilà, c'est compliqué pour nous de se reconnaître là-dedans. Il y a un côté complètement combinatoire que nous, on n'a pas. Et je pense que ça, c'est un truc qui est lié à la langue chinoise, en fait. Nous, notre façon de penser et notre langue, c'est des arbres. Et en Chine, non, c'est des combinaisons. C'est des permutations. Donc, voilà, la façon de penser, c'est différent, quoi. Donc, ça s'exprime, je pense, dans des formes littéraires qui sont différentes. Voilà. Bon, alors, puisqu'on est passé à ça, après, je vais passer à ceci. Alors, je vais passer à Shimsong, Fille vendue. Alors, le titre, c'est roman de gare. Hein. Et c'est fait exprès. Alors, ça, c'est un très très bon bouquin historique, en fait. C'est un roman historique. Le style n'est pas mauvais, plutôt bon même. Mais c'est une structure qui est très intéressante aussi. Et alors, bon, après, je vais parler un peu de l'auteur parce que c'est un type aussi fascinant. Donc, grosso modo, en fait, l'histoire, ça suit une légende coréenne qui est je crois, une légende bouddhiste, je suis pas sûr. J'ai pas vérifié si c'était bouddhiste ou chamanique, je sais pas. Alors, grosso modo, ça raconte l'histoire d'une pauvre jeune fille dont le père est aveugle. Puis ben, voilà, elle se sacrifie pour son père, elle s'occupe sans arrêt. Puis elle apprend l'existence d'un temple où on peut exécuter ses vœux si jamais elle donne une certaine somme d'argent, une offrande. Et ils ont rien, c'est des pauvres, ils ont voilà, tout en bas. Bon, alors, que faire? Donc, ce qu'elle se résout à faire, elle sait qu'il y a des pêcheurs qui doivent faire un sacrifice pour apaiser les dieux de la mer. Et donc, elle va les voir et se vend. Et pour que la somme soit donnée au temple. Donc, elle est jetée à la mer. Et puis, dans la mer, elle descend et rencontre un temple. Et les dieux de la mer, en fait, la recueillent et la font revivre. L'argent a été donné, son père est sauvé, et elle revient. Il y a donc un côté, évidemment, c'est piété filiale. Et en fait, le roman reprend cette légende. Sauf que c'est dans un cadre beaucoup plus moderne, puisque ça se passe grosso modo entre 1840 et 1870 à peu près, 1860. Il n'y a pas de date vraiment indiquée, mais on peut repérer avec les événements historiques en fait. Et en fait, la jeune fille est vendue. Son père est aveugle, effectivement, il n'arrive pas à l'entretenir, il n'arrive pas à s'en occuper. Elle est vendue à un réseau de prostitution. Et elle est revendue en Chine. Donc, en fait, elle a 15 ans, elle est vendue à un vieillard, à Nankin. Puis progressivement, ça devient une prostituée, et puis elle finit par être connue, elle monte en grade. En fait, elle s'organise pour monter en grade. Donc, voilà. Elle va à Canton. Là, elle est achetée par un négociant occidental. Et puis, le négociant, voilà, il a besoin d'avoir une femme, mais c'est une asiatique, donc ça n'intéresse pas, ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà, le racisme faisant, elle ne supporte plus ça, et elle se rachète. C'est-à-dire qu'elle rompt son contrat, et voilà. Après, elle part à Taïwan, elle monte encore en grade, elle monte à un autre niveau de maison de prostitution. Puis finalement, elle est repérée comme courtisane et elle va au Japon. Elle finit comme une espèce de geisha dans le royaume de Kyushu. Et donc on voit son parcours comme ça. Et c'est un bouquin fabuleux parce que c'est en fait, c'est la description de la mondialisation par en bas. C'est un concept d'économiste en fait. C'est la mondialisation par les réseaux mafieux. Parce que ça se fait en fait au moment où l'Asie s'ouvre et ouverte à coups de canon, quoi. Enfin, littéralement. Ça se passe au moment où en fait la Chine, c'est les premières guerres de l'opium, la deuxième a éclaté, il y a les Taiping, donc les Taiping c'est une insurrection en fait de millénaristes, mais qui est faite par des minorités chinoises, des gens des minorités, dont un type se proclame fils de Dieu, sous l'influence en fait des protestants, et des évangélistes, en fait c'est des évangélistes. C'est un mouvement millénariste qui espère instaurer l'égalité sur Terre.
Donc il y a ce côté-là. Alors ça c'est pas c'est un détail parce que l'amoureux de Shim Sang, un des jeunes hommes, le premier homme dont il tombe amoureux, en fait, rejoint les Taiping. On le voit et on sait que c'est un cadre dans lequel ça se fait, mais c'est pas le truc essentiel. Mais voilà, on voit en fait tous ces réseaux qui commencent à bâtir des liens économiques. Et alors c'est très important parce que, par exemple, une ville comme Shanghai, ça naît avec ça. Ça naît avec la mafia. Et c'est la modernité occidentale qui passe par cet intermédiaire-là, qui passe par le bas, qui établit des structures et qui vont briser en fait ces sociétés-là. Et donc c'est extrêmement bien décrit. Alors c'est décrit avec un soin. C'est un bouquin qui est assez fascinant parce que c'est quasiment documentaire. C'est vraiment, on sent le type, voilà, il fait ses trucs, c'est quasiment naturaliste, description. Mais au milieu, il y a autre chose. Il y a du chamanisme. Parce que c'est la Corée. La Corée, voilà, la Corée, c'est le pays encore dans lequel le chamanisme existe. Je crois que ça doit être le seul grand pays industriel dans lequel le chamanisme est encore une religion importante. Et donc au milieu, il y a des espèces de sorcières. En fait, la jeune femme, on a l'impression qu'elle survole tout ça. Il y a une espèce de côté trans. Et alors, c'est un côté trans parce que c'est la condition des prostituées qui oublient leur corps. Parce que voilà, à force de faire ça tout le temps, c'est pas supportable. Et donc voilà. Mais il y a aussi ce côté-là un peu magique. Il y a un côté un peu réalisme magique qui est au-dessus. Et effectivement, périodiquement, la légende apparaît. Donc au début, elle commence, elle est noyée, puis elle ressort de l'eau. Et puis périodiquement, on la voit qui subit des épreuves initiatiques et qui sont des épreuves initiatiques en fait du conte. Et puis progressivement, enfin, on se rend compte, voilà, c'est pas une histoire réaliste malgré le détail et le soin, parce que elle est partout là où il faut être. Quand Perry arrive au Japon, elle est là. Elle est forcément conseillère. Quand il y a les Taiping, elle est là, son amoureux rejoint les Taiping. Enfin, à chaque fois, elle est là où il faut. Et clairement, on voit qu'il y a une espèce de dimension mythique qui apparaît, et qui est... c'est vraiment un aspect qui est très intéressant, parce que... en fait, c'est le symbole de la Corée. La Corée, c'est un pays qui est assez fascinant, parce que c'est un pays coincé entre deux géants, quoi. Un côté, c'est la Chine, l'autre côté, c'est le Japon. Enfin, le géant, c'est la Chine, mais le Japon, c'est comment dire... C'est l'organisation en fait. C'est vraiment le pays c'est l'Allemagne de l'Asie quoi. Enfin, voilà. Et entre les deux, il y a ce pays qui se prend tout, comme la Pologne. Donc, et de l'autre côté, c'est un pays qui résiste. Parce que de la même façon que les Polonais sont catholiques et slaves, voilà, les Coréens, ils ont le chamanisme en plus. Par rapport au confucianisme et par rapport aux autres religions. Ils n'ont pas l'hindouisme. Et c'est un aspect qui est très intéressant parce que la Corée a eu un peu la même histoire que le Japon. C'est-à-dire, on en parle avec Soseki, c'est-à-dire que c'est un pays qui a été ouvert à la force du canon. En fait, nous autres Français, nous pouvons dire que les Américains ont ouvert le Japon, mais c'est nous qui avons ouvert la Corée. C'est encore l'expéditionnaire français qui a bombardé Séoul en essayant de leur imposer d'ouvrir. Ça marche pas, parce que les Coréens résistent beaucoup plus. Donc l'expédition est un échec, et les Américains vont revenir quelques années après, mais sans l'aide des Français. Donc, et ils ne vont pas réussir non plus à rentrer directement. Ça sera le Japon en fait qui va conquérir la Corée et qui va en faire une colonie. Donc on va passer... Bam. Soseki. Voilà. Alors, Soseki, c'est aussi un... Alors c'est pareil, ça fait aussi partie de ces auteurs dont la pop culture nous a donné des images en fait. Alors c'est un auteur assez intéressant parce que on voit sa pression au fur des années. Et moi quand j'ai commencé à le lire, c'était un auteur mineur. C'était pas connu, on voyait pas. Quand j'ai découvert, j'étais adolescent en fait. J'ai eu la chance d'être à Bordeaux, et à Bordeaux il y a une grosse bibliothèque publique et il y a tout. Il y a les rayons asiatiques qui sont monstrueux. Et j'ai commencé à le lire vraiment par hasard. Et c'est très très beau, c'est vraiment. C'est extrêmement délicat. Et c'est un auteur qui est très fin et qui est très intéressant. Alors, Sanshiro, en fait, c'est le roman de l'époque Meiji. Et c'est un peu en partie autobiographique. Alors, comme toujours, il faut un peu lier les deux. Hein. Bon, pour comprendre un peu, il faut voir que Soseki, c'est quelqu'un, en fait, qui est né un an avant l'ère Meiji. Alors, l'ère Meiji au Japon, c'est la période où, en fait, le Japon, bon, il a été un peu ouvert de force. Hein, les Américains envoient des bateaux, l'amiral Perry, le commodore Perry qui débarque.
leur dis, voilà, ça fait 200 ans, 300 ans que vous n'êtes pas ouvert, maintenant c'est fini, la mondialisation arrive, elle arrive avec des canons, et donc vous ouvrez. Bon, et voilà, les Japonais voient ça, ils disent bon, et puis ils disent, voilà, ils ont l'exemple de la Chine, hein, qui a eu des guerres de l'opium, qui ont anéanti le pays. Ils disent, on va pas faire comme eux, on va pas se laisser faire. Enfin, on reviendra un peu là-dessus, mais les Chinois ne sont pas laissés faire non plus, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais avec les institutions qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas arriver à faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait. Et le problème, les Japonais se sont dit, on va moderniser. Et donc, voilà, ils disent, on va voir où sont bons les Occidentaux. Ils sont bons en sciences, ils sont bons en économie, ils sont bons en droit, ils ont un système qui a conquis le monde. Et ben on va faire la même chose, on va résister, on va leur prendre tout ce qu'on peut et on va essayer de tenir le coup comme ça. Et donc ils envoient des jeunes gens partout. Ils envoient des jeunes gens apprendre. Alors c'est très amusant parce que, par exemple, les Japonais, ils envoient au début de Meiji, dans les années 1850-60, 67, ils envoient des Français. Ils envoient des Japonais en France pour apprendre l'art de la guerre. Donc les grades de l'armée japonaise, c'est des grades français. Ils sont japonisés, mais c'est des grades... Mais par contre, après 71, quand ils ont vu que les Français sont pris une trempe, ils envoient en Allemagne. Ils disent, voilà, il faut être bon à ce moment-là, quoi. Alors, ils envoient des gens en Angleterre. Ils envoient Soseki en Angleterre. Et Soseki va rester quelques années, je crois que c'est 2 ans, 3 ans. Et bon, il est pauvre, hein, évidemment, mais voilà, il apprend la littérature anglaise. Et Sanshiro, c'est ça. C'est un jeune homme de la campagne, du Nil de Kyushu, en fait, qui a réussi les concours équivalents du collège américain, quoi, et puis il veut devenir universitaire. Il rentre à Tokyo. Et voilà, c'est un bouseux qui débarque à Tokyo et il se rend compte que tout va vite. Tout va vite, tout est compliqué, les gens sont sophistiqués, et il comprend petit à petit que, voilà. Alors, c'est un bouquin qui est très délicieux parce qu'il n'est pas manichéen du tout. C'est-à-dire que, évidemment, il se dit, ah, la campagne c'est quand même bien parce que les gens ils sont gentils, machin. Et de l'autre côté, il se dit, ouais, mais ils sont casse-pieds, quoi. C'est pas très intéressant, c'est pas des gens très intéressants. Donc, il est dans un espèce d'entre-deux, comme ça, et on le voit petit à petit comprendre comment ça marche. Donc il est aidé par un compagnon qui est plus âgé, qui est tokyoïte, qui lui explique comment fonctionne la vie, quoi. Qui lui rappelle régulièrement que bon, c'est un peu un bouseux et qu'il comprend rien, quoi. Et puis, voilà, il est dans le monde universitaire, donc lui il veut apprendre. Hein, et, voilà, il est très fier. Alors il y a ce côté un peu aussi, parce qu'il y a des occidentaux. Mais alors, c'est une petite université. Enfin, au moment où ça se passe, c'est pas une grosse université, donc les occidentaux, c'est extraordinaire, quoi. Et puis petit à petit, il se rend compte que les gens qui discutent sont pas très bons, sont pas très brillants, enfin, c'est pas aussi formidable que ça. Donc il commence un peu à être désabusé. Puis il voit des petits détails comme ça qui commencent un peu à le gêner. Enfin, il se rend compte, voilà, les gens passent à côté d'une mendiante, une femme mendie, et puis il donne rien, et puis il dit, c'est pas mendier. C'est pas efficace. Voilà. Puis voilà, enfin, il y a tout ce côté-là qui commence un peu à le déranger, à le gêner, à dire, mais ça va pas, quoi. Enfin, on peut pas se comporter comme ça si on est humain. Enfin, c'est pas. Et donc il y a un côté complètement dans l'entre-deux. Alors bon, il y a une espèce d'histoire d'amour qui apparaît avec une jeune femme de la ville, évidemment. Puis rapidement, bon, il se rend compte que bah oui, c'est un bouseux, donc c'est pas pour lui, quoi. Mais il y a vraiment ce côté-là où il commence à comprendre que voilà, il faut qu'il soit un individu, mais ça peut pas être un individu à l'occidental, parce que ça marchera pas au Japon. Et derrière, il y a une espèce de brume, parce que ça se passe après la guerre, ça se passe après 1895, donc après la première guerre contre le Japon, contre la Chine, pardon, que les Chinois ont perdu. Et il y a cette espèce de brume de nationalisme qui laisse penser que ça va mal finir. Et qu'il y a quelque chose qui se passe, que les gens finalement se préparent à un truc qui est pas bon, quoi. Donc c'est pas dit, c'est pas suggéré, mais c'est vraiment suggéré par les petits détails, ou des critiques, par exemple, des trusts d'État, des critiques, des comportements modernisateurs, des choses comme ça, qui font que on sent que Sanshiro et Soseki, parce que Sanshiro et Soseki, clairement c'est la même chose, quoi. Voilà, ils aiment pas ce qui est en train de se passer. Alors le truc qui est très intéressant, c'est que Soseki fera en 14 une série de conférences où il parle
nationalisme et d'individualisme et des choses comme ça. Et il le dit, franchement. Bon, franchement, entre guillemets, parce que c'est la japonaise, hein, donc c'est détourné. Mais il le dit, ah non, ça va pas, là, on va vers la guerre, quoi. Enfin, si on continue comme ça, on va refaire les mêmes erreurs des Occidentaux, on va devenir les impérialistes, et voilà. Et donc, il y a vraiment ce côté-là qui est très intéressant, parce que, alors c'est très distancé, c'est vraiment très doux. C'est vraiment des toutes petites nuances de couleurs, enfin, c'est vraiment... évidemment, bon, ça fait penser à Miyazaki, parce que Miyazaki s'est inspiré de ça, quoi. Et c'est clairement le... Alors, voilà, apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est devenu un peu un auteur qui enseignait au lycée, enfin, au Japon, enfin, c'est devenu une sorte d'auteur national, qui n'était pas, et lui-même, c'était pas du tout son intention. Parce par exemple, l'université de Tokyo, je crois, il avait filé un doctorat honoris causa, il a refusé. Il dit, non, c'est pas moi, j'ai pas le niveau, c'est pas... C'est vraiment un personnage intéressant, enfin... Le roman est très bien, parce qu'il y a vraiment ce côté âge d'or. On sait que c'est un petit intervalle entre deux choses, et voilà, il faut espérer que ça reste tranquille comme ça, mais on sait bien que ça va mal se finir. Je trouve que c'est un livre qui est très bien. Alors apparemment, c'est un cycle, il y a 2 autres romans qui s'enchaînent, qui sont autour du même cadre. J'ai pas lu tous les... J'ai lu que celui-là, en fait, et j'ai pas lu les 2 autres, il faudrait que je le lise. Voilà. Donc, voilà. Encore un, et puis on fait une petite pause. Ouais, d'accord. Ah ben, puisqu'on est passé à l'époque Meiji, on va passer les années 20, en Chine, avec Lao Tse. Alors, le pouce-pouce, donc Lao Tse, ça a été un des grands auteurs, c'est un classique chinois moderne, en fait. Et alors, en fait, le truc, je pense que le chef-d'œuvre, c'est 4 générations sous un toit. 4 générations sous un toit, c'est un bouquin qui a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation japonaise. Alors d'après ce que j'ai compris, c'était un bouquin plus ou moins de commande. Plus ou moins qui était destiné voilà, qui était destiné à galvaniser la résistance chinoise. Lao Tse, c'est un... Alors c'est un gars, c'est pareil. Alors, bon, je vais parler du roman, quand même, avant de parler de l'auteur. Lao Tse, en fait, c'est... Le pouce-pouce, c'est l'histoire d'un paysan. Il va à Beijing, et puis c'est un type droit, un type honnête, bon, il ne sait pas faire grand-chose, donc il veut devenir tireur de pouce-pouce. Mais il a l'ambition. Il veut avoir son pouce-pouce. Il ne veut pas dépendre, il ne veut pas louer, et voilà. Il veut être un... Quand il aura son pouce-pouce, après il aura une femme, et après, voilà, la vie sera normale. Donc le gars, il va travailler, il va économiser, et il va rentrer dans le cycle normal pour être un tireur de pouce-pouce. Et c'est un type raisonnable, il fait bien son boulot, il est sérieux, sauf que c'est la guerre civile en Chine. Et donc, voilà, c'est le chaos. Et c'est un bouquin qui est... Dès le début, on sait que c'est une tragédie. Voilà, je ne spoil rien, encore une fois. Dès le début, on sait que ça va mal se finir pour lui. Parce qu'il est dans un système qui est fondamentalement injuste. Et alors ça, c'est l'aspect, je pense, qui est le plus fascinant du bouquin. C'est une thèse de sociologie sur les pouce-pouce. Voilà. Donc vous avez tous les détails, vous avez le budget d'un type qui tire des pouce-pouce à ce moment-là, et comment il peut économiser et comment il ne peut pas économiser d'argent, parce qu'on se rend compte que c'est pas possible. Il ne pourra jamais avoir son pouce-pouce. Et donc on voit des aventures un peu tristes de ce brave homme. Et alors, tout l'aspect, c'est que c'est très malicieux. Parce qu'à l'origine, Lao Tse, c'est un homme qui commence un peu par faire de la satire. Alors, c'est un type qui vient de famille très pauvre, c'est un Mandchou. Alors, ça va être très important, parce que la dernière dynastie, les Qing, en Chine, c'est des Mandchous. C'est l'une des raisons pour lesquelles, comme je disais tout à l'heure, la Chine ne va pas réussir à se réformer. Parce qu'en fait, cette dynastie, c'est une dynastie, en fait, les Mandchous, c'est un peuple d'Asie centrale. Et c'est un peuple de cavaliers, et c'est un peuple aussi qui fonctionne par un système un peu héréditaire, et qui pratique une politique d'apartheid avec les Han. C'est-à-dire que, grosso modo, ils ont un système, ils appellent ça les bannières, je crois qu'il y avait 8 bannières, c'est ça. Et la bannière principale, c'est des Mandchous pure race. Voilà, vous pouvez pas devenir... voilà, si vous n'êtes pas Mandchou, c'est pas la peine d'essayer. Bon, alors évidemment, quand vous arrivez en Chine, vous avez beau être Mandchou, ils sont nombreux. Donc on fait une deuxième bannière, qui est moins efficace, parce qu'il y a des... Et que personne ne veut commander, parce que non, on va pas se souiller à discuter avec ces gens-là. Et donc, voilà,
grosso modo, la bureaucratie, c'est des Han, au-dessus, c'est des Mandchous. Sauf que ça marche pas. Parce que quand les Occidentaux débarquent, en fait, c'est l'origine de la première guerre de l'opium. L'origine de la première guerre de l'opium, c'est ça. C'est les Occidentaux débarquent, et comme je vous racontais tout à l'heure avec la mondialisation par là-bas, c'est tout et n'importe quoi qui débarque. En plus des consuls et des militaires. C'est aussi des marchands, des mafieux, des aventuriers, des gens qui n'ont rien à faire, qui sont là pour gagner du fric. Et donc les gars débarquent, et puis ils commencent à discuter, à baragouiner avec les Chinois, et puis voilà, il y a des gens qui font des alliances qui correspondent pas aux intérêts des Mandchous. Donc les gens font des alliances, les Han qui détestent les Mandchous, et les Mandchous qui détestent les Han, commencent un peu à se tirer à la bourre. Et puis rapidement, bon, il y a des... Voilà, même si c'est à l'époque coloniale, il y a quand même des missions diplomatiques qui se font, il y a des traités qui se font, on essaie de faire en sorte que ça soit le plus avantageux pour les Occidentaux, les gens font des alliances avec les empereurs, font des traités, puis ils se rendent compte qu'à Canton, à Shanghai, ailleurs, les gens font autre chose. Donc ça va pas, ça commence à monter, la dispute commence à monter, et donc, le consul d'Angleterre, à ce moment-là, déclenche une guerre, parce qu'il a ras-le-bol d'avoir des gens qui font n'importe quoi dans son dos, et donc il dit, ouais, on déclenche une guerre, ça calmera tout le monde. En fait, ce qui se passe, c'est que les Occidentaux n'avaient pas compris qu'il y avait des Han et des Mandchous, tout simplement. Et que c'était deux peuples qui ne pouvaient pas se voir, et donc, voilà. Donc, l'une des premières raisons de la guerre de l'opium, c'est ça. C'est vraiment la poussée des marchands, qui font tout, pour étendre leur saloperie, et puis de l'autre côté, les Occidentaux... qui comprennent pas trop, qui n'ont pas trop intérêt à comprendre ce qui se passe, et puis qui sont d'accord pour que, pas tout, si on leur casse la gueule, ça permettra d'encore pousser un peu plus le capitalisme, et puis voilà, tant mieux. Et donc c'est dans ce contexte-là que Lao Tse vit, parce qu'en fait, voilà, il va y avoir toutes sortes d'insurrections, les Chinois sont pas plus idiots que les autres, ils voient bien que voilà, c'est pas tenable, donc ils essaient de réformer leur système. Alors, il y a une période où il y a les 100 jours, où ils essaient de réformer l'empire chinois. C'est un jeune empereur qui est fait, il est destitué, parce que évidemment, les intérêts des Mandchous ne sont pas respectés, donc hop, on dégage. On repasse à autre chose, et puis ça marche pas non plus, donc on recommence une phase de négociation en se disant, allez, on va essayer de moderniser, et puis ça marche pas, il y a des insurrections qui commencent à éclater à droite et à gauche, et en 1911, la République est instaurée. Enfin, il y a une révolte, et en 1912, la République est instaurée. Et donc, les gens qui sont des Mandchous, comme Lao Tse, ils perdent tout. Et puis, évidemment, les Han commencent à dire « pas de chance, t'es noué côté de la barrière, mon garçon ». Donc voilà, donc, la vie de Lao Tse est vraiment marquée par le fait que c'est un Mandchou, pas de bol, voilà, il est du mauvais côté, et en plus, il est pauvre. Il est très pauvre. Il est très très pauvre, et donc il s'accroche, il devient instituteur, il devient enseignant, et puis... Alors apparemment, ça doit être un type adorable. Effectivement, on voit ce côté malicieux dans ses bouquins. Parce que, apparemment, c'est un type qui adore les enfants, qui adore faire... Voilà. Et il arrive à partir en Angleterre. On l'envoie étudier l'anglais. Et là-bas, il rencontre le racisme. Donc, déjà que, voilà, son père avait été tué au moment... Parce c'était un soldat impérial mandchou, il s'est fait flinguer par les Anglais. Il repart là-bas, il en reprend une couche. Donc, bon... Donc en fait, c'est un type qui va se rapprocher de la gauche. Et, en fait, il va devenir, sans adhérer au Parti communiste, c'est bien ça, il n'a jamais adhéré au Parti communiste. Non, il n'a jamais adhéré au Parti communiste. C'est un type, par contre, qui va toujours soutenir les mouvements communistes, la gauche, et Mao. Il va être, voilà. Et donc c'est un bouquin, de ce côté-là, il y a ce côté-là, clairement. Il y a le côté réaliste, je dirais pas réaliste socialiste, parce que c'est pas le cas, justement. Il y a vraiment ce côté-là qui est pas du tout... C'est vraiment un humaniste. Et c'est un bouquin, donc, on voit l'échec d'un homme à cause de la société. Et c'est un type aussi, l'autre aspect qui est très intéressant, c'est que c'est un type qui va être marqué par... là, ça nous lie à la Chine, par les journées du 4 mai 1919. Parce que c'est le traité de Versailles. Donc c'est des émeutes partout dans toute la Chine. Parce que les Chinois, en fait, au moment où il y a les négociations avec les Américains, ils ont envoyé, la jeune République a réussi à envoyer un diplomate qui essaie de renégocier tous les traités illégaux qui ont été signés avec l'Empire. Ils essaient de dire, bon, allez, chantons que c'est à nous,
Shintao, c'est à nous, on essaie de récupérer tout, et puis si vous pouvez récupérer les îles que les Japonais nous ont pris, on récupère aussi. Et en fait, ça marche pas. C'est un échec, les Japonais manœuvrent beaucoup mieux que les Chinois. Et hein? Ah oui, alors, les Allemands. Si, les Japonais aussi. Si. Les Japonais, les Japonais interviennent en fait. Ils arrivent à faire valoir leurs droits, et alors ils arrivent à faire en sorte en fait que les négociations ne portent pas sur les traités illégaux. Ils arrivent à dire non, ça ne nous concerne pas, et Wilson, les Américains disent la Chine, on s'en fout, c'est pas important, les nations sont méconisées. Et donc voilà. Et ça a un effet, c'est que en fait ça renforce la gauche, mais pas que ça. Ça renforce aussi l'idée que la démocratie occidentale, ça marche pas. Et donc c'est un coup d'arrêt en fait à tout le processus de modernisation qu'avait connu la Chine à ce moment-là. Et par contre c'est aussi un déclencheur pour des utopies radicales et aussi des changements de façon d'écrire. Et donc notamment le pouce-pouce. Parce que le pouce-pouce c'est une bascule dans ce qu'écrit Lao Tse. Avant c'est vraiment c'est des petites pièces assez amusantes, satiriques, et là on sent qu'il y a autre chose. Et cette autre chose justement c'est le 4 mai 1919. Parce que c'est la bascule. Lui-même n'est pas favorable à ce qui se passe. Il a écrit des textes où il se moquait des étudiants à ce moment-là. Mais par contre, les expérimentations sociales, les expérimentations littéraires, ça le touche. Et ça le fait basculer et ça lui fait écrire son bouquin. Et après, il y aura tout le reste. Alors, voilà, il finira très mal. Parce que... Alors, il semblerait... Enfin, je sais pas, il semblerait qu'il était... Alors, on a dit qu'il s'est suicidé au moment de la révolution culturelle, et il semblerait qu'en fait il était assassiné. Mais c'est pas clair. C'est pas clair. Il n'y a pas de. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas encore de. Mais enfin, il est mort au moment de la révolution culturelle. Il a été extrêmement tourmenté. Parce que justement, il y a ce côté non marxiste chez lui, qui fait que voilà, il est devenu quelqu'un d'important dans la hiérarchie. Enfin, pas dans la hiérarchie. Enfin, si, dans la hiérarchie, parce que je crois qu'il avait eu un poste important dans l'Union des écrivains. Donc il avait voyagé à l'étranger, enfin, donc c'était devenu une sorte de symbole de la Chine nouvelle. Et puis voilà, quand le chaos arrive, il sombre devant et il est emporté avec. Voilà, donc... merci, on fait une petite pause de 10 minutes. Alors, donc avec Lao Tse, on était en Chine, c'était la guerre civile. Les Japonais se préparaient à attaquer la Chine. Enfin, ils avaient déjà conquis en 1931 la Mandchourie. Puis en 1937, ils vont attaquer la Chine. Ça va être En fait, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale, on peut dire. 1937. C'est un aspect qui est assez troublant, c'est que finalement, la Seconde Guerre mondiale, elle commence en Chine, et puis c'est le 5e allié, en fait. Les Chinois, c'est le 5e allié, c'est l'allié qu'on a oublié. Voilà. S'il n'y avait pas eu la Chine pour maintenir le Japon en Chine, voilà, il n'y aurait sans doute pas eu une victoire américaine. Parce que si vraiment la Chine s'était effondrée, et le régime de Chongqing s'était effondré, les Alliés auraient dû attendre beaucoup plus longtemps pour gagner dans le Pacifique. Donc voilà, c'est un aspect qu'on a un peu oublié. Bon, alors là, je vais parler d'un bouquin qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas un bouquin de guerre, en fait. C'est un bouquin de Kenzaburo Oe. Kenzaburo Oe, c'est un des prix Nobel de littérature japonaise. C'est un type intéressant en lui-même aussi, parce que... J'en parlerai après, mais je vais d'abord parler du bouquin. En fait, ça se passe en 1944, c'est une colonie pénitentiaire pour des enfants et des adolescents, qui sont des petits délinquants. Donc voilà, le Japon, il est en guerre depuis un bon paquet d'années, il est en train de se faire raser par les troupes américaines. Et puis il faut quand même s'occuper des enfants, surtout ceux qui font des conneries, donc on les envoie à la campagne. Le problème, c'est que les enfants en question, c'est des délinquants, donc c'est des sous-hommes pour les gens en question, et donc c'est vraiment la colonie pénitentiaire. Enfin, on leur explique, les paysans qui les accueillent, on leur explique, vous, de toute façon, on n'en a rien à faire, vous êtes de la mauvaise graine et on va vous arracher. Voilà. Donc, c'est... Voilà, c'est des... En fait, c'est sur les bouches au Japon. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. À un moment, les gamins sont envoyés à la campagne, et puis il y a une épidémie qui éclate, et tout le monde s'en va, on les laisse seuls, au milieu des cadavres, on commence à leur dire, voilà, vous avez tout nettoyé, vous avez... Bon, et
Donc les gens commencent un peu à s'auto-organiser, les gamins commencent à s'auto-organiser. Et puis alors c'est une société très hiérarchisée, très cruelle, très dure. Et puis la maladie commence à s'étendre. Et voilà, quoi, il y a un bâton qui revient, un retour au bâton qui revient. Alors les enfants évidemment sont tous maltraités, enfin c'est vraiment une horreur. À la fois par les paysans, puis par la police, qui s'occupe d'eux, enfin, les juges d'application des peines, quoi, l'équivalent des juges d'application des peines. Et bon, il y a un jeune homme qui est un déserteur, qui vient avec eux, et c'est un des gamins qui est le narrateur essaie de se faire ami avec lui. Puis il y a des Coréens aussi. Il y a une colonie de Coréens qui sont traités comme c'est des sous-hommes, c'est des Coréens, on s'en fout. Donc voilà. Et donc c'est dans ce cadre-là qui est très 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 dur, les gamins essaient d'apprendre la vie, et puis ça tourne mal. Ça tourne très très mal. Vraiment. Alors ce qui est très frappant, c'est que c'est une écriture qui est très froide, vraiment très dure. C'est très tranchant. Il y a un rythme, alors je pense que c'est la traduction aussi qui fait ça. Et le texte original doit être comme ça aussi. C'est vraiment, il y a une écriture avec un rythme très particulier, avec des allitérations, avec des... Donc il y a un petit côté un peu hypnotique, je trouve. Et alors, quand on lit ça, bon, on pense à La Peste, Camus, tout ça, et c'est pas très étonnant, parce que Kenzaburo Oe, en fait, il a fait sa thèse sur Sartre. Et donc il y a toute une réflexion sur la violence, et puis sur le pouvoir, et puis qu'est-ce que c'est que la démocratie, et comment on traite les minorités, en fait, qui interviennent dans ce bouquin. Et c'est un bouquin qui est très très frappant, parce que Kenzaburo Oe, en fait, au Japon, comme je disais, enfin, il a fait sa thèse sur Sartre, il a travaillé en 48, il est né en 48, et c'est un peu une sorte de... Voilà, c'est un peu l'intellectuel, pacifiste. Enfin là, actuellement, il est en train de pétitionner comme un malade contre le changement de la constitution japonaise. Pour pas que la constitution... Enfin, le Premier ministre est en train de changer la constitution japonaise de façon à pouvoir envoyer les troupes, quoi, envoyer l'armée. Donc il le fait en catimini, enfin... Grosso modo, c'est une sorte de coup d'État constitutionnel qu'ils sont en train de faire, avec l'approbation des Américains. Et voilà, on a quelques voix comme Kenzaburo Oe qui ont toujours été là. Enfin, par exemple, Kenzaburo Oe, c'est pas un hasard, il est citoyen d'honneur de Nankin. Parce que c'est un des rares japonais qui a été s'excuser pour... voilà, il a dit voilà, je m'excuse pour le peuple japonais, pour tout ce qui a été fait à Nankin, dans le massacre. Donc c'est un peu l'autorité morale, quoi. Et alors ce bouquin est fascinant parce qu'il est terriblement ambigu. Parce que, la description de la violence, c'est pas un truc... clairement, ça le fascine. Et Kenzaburo Oe, c'est un gars qui était très ambigu, parce qu'il a la position du type... c'est une autorité morale, mais à la base, il n'était pas comme ça. C'était, quand il était jeune homme, il était pour l'empereur, et donc il a changé. Il a changé avec toujours cette espèce de fascination pour la violence, pour tout ce qui est derrière, pour le commandement, pour le grand chef. Enfin, il y a un aspect qui est très troublant chez ce bonhomme, et ce bouquin, c'est son 3e roman qu'il a écrit. Et clairement, c'est pas tranché encore dans sa tête. Donc c'est un bouquin qui est fascinant de ce côté-là, et il est vraiment universel. Enfin, vraiment, on pense au Seigneur des Mouches. Enfin, voilà. On peut penser à beaucoup de choses, on peut penser à la littérature française de l'époque, à l'existentialisme, et effectivement, il y a clairement une influence là-dessus, quoi. Et il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et qui est souterrain, et on sent que, peut-être que Kenzaburo Oe, depuis des années, il essaie de contenir ce truc-là. Donc c'est vraiment un roman qui est très frappant, très dur, mais aussi très intéressant. C'est un roman assez ambigu, je trouve c'est très intéressant parce que c'est pas le gentil Japon de Soseki, quoi. C'est l'autre Japon. C'est le Japon, les massacres de Nankin, les 100 000 morts en 3 jours, enfin, et puis des expérimentations en Chine, et puis toutes les horreurs que peut faire le Japon, quoi. Donc c'est un bouquin, je trouve, très très intéressant. Alors, j'ai passé à un autre auteur, qui est un Coréen. Alors, Lee Min-yeol. Alors en fait c'est pas un bouquin, c'est 3 romans. C'est quasiment des novellas. Dans le format SF, ça serait des novellas. C'est 3 textes différents. Et j'ai pris ce bouquin parce que... Bon, il existe chaque roman en tomes séparés, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un peu... Lee Min-yeol, c'est un des auteurs classiques modernes coréens.
Et ça permet de voir un peu l'étendue de ce qu'il peut faire. Parce que le premier texte, Notre héros défiguré, c'est un texte politique, philosophique. Finalement, bon, c'est un enfant dans la famille, le père a une disgrâce administrative et puis il est renvoyé à... Il était à Séoul, ça se passe à l'époque des parcs, pendant la dictature des colonels en Corée. Et il est envoyé en province, quoi, c'est une disgrâce. Donc il tombe dans le grand lycée coréen, un petit lycée un peu merdeux, au fin fond de la Corée, quoi. Et donc, bon, lui c'est un plutôt bon élève, il arrive dans un endroit où voilà, il voit que les gens, c'est pas terrible, quoi. Bon, alors il est dans une classe, grande classe, puis il y a un chef de classe. Le chef de classe, c'est lui qui impose l'ordre. Et voilà, quoi, et c'est le chef. Mais c'est un tyran, évidemment. Donc, lui, il prend un peu de haut, il comprend pas trop bien comment ça fonctionne dans ce lycée. Et puis, bah, il commence à s'opposer à ce type, lui, tu me gonfles, non, je te donnerai pas mes jouets, mes conneries, voilà. Et l'autre, dit rien, mais voilà, il retourne toute la classe contre lui. Et puis ça continue comme ça, et ça monte, et puis voilà, alors il se dit, bon, je vais en parler au maître, hein, parce que c'est comme ça que ça se fait assez cool. Il en parle au maître, et puis le maître, complètement, il tombe des nues, il dit, mais non, c'est pas possible ce que tu me racontes. Alors, voilà, il se dit, ouais, il réunit des élèves, quoi, ils discutent, et ils disent, bon, c'est vrai ce qu'il raconte au niveau, est-ce qu'il est vraiment aussi horrible que ça, quoi. Pas de mots, rien de proche. Puis, ça, il dit, ouais, il se passe rien, quoi. Alors, il revient à l'assaut, et puis ça repart, hein. Quand même, il se dit, ouais, quand même, s'il me dit 2 fois la même chose, là, il leur fait faire, bon, vous écrivez un peu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va pas dans cette classe. Et là, bah, évidemment, c'est lui, tout le monde l'accuse lui. C'est lui le fouteur de merde, c'est pas le chef. Voilà. Donc progressivement, voilà, c'est une description de ce gars-là, c'est comment ce gars-là arrive à devenir un tyran et voilà, à dominer cette classe, et comment l'autre essaie de résister, puis il plie. Parce que voilà, il a toute la classe, voilà, c'est un gamin, il y a tout le monde qui est contre lui, et donc il plie. Alors, voilà, c'est le truc sur la servitude volontaire, et ainsi de suite. Sauf qu'il y a un contexte, c'est le contexte de la Corée des parcs. Et clairement, il y a une métaphore des rapports entre l'Amérique, la Corée et le peuple coréen. Et parce que, en fait, bon, ce qui s'est passé, c'est que voilà, la Corée, c'est un pays à partir de 1895 qui commence à rentrer dans l'orbite du Japon. Et puis en 1910, c'est devenu, si vous voulez, avant la Corée c'était un protectorat de la Chine. En 1995, les Chinois perdent la guerre contre le Japon. Les Japonais reprennent la Corée et le remettent dans leur orbite. Et puis là, en 1910, carrément, ils colonisent le pays. Et quand je dis coloniser, c'est pas une plaisanterie, quoi. C'est-à-dire, la langue coréenne est abolie, ils disent, bon, ben, on va éradiquer la culture coréenne. La Bibliothèque nationale, elle sert de centre de torture. Parce que voilà, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout, quoi. Et puis voilà, tout le pays, il y a une réforme agraire qui démandibule toute la structure de la paysannerie coréenne. Les gens sont envoyés dans les usines qui sont créées par les Japonais, ou bien au Japon, enfin bref, voilà, ils y vont à fond. Donc évidemment, tout de suite, il y a des révoltes, des insurrections, puis le peuple coréen, visiblement, il n'aime pas se faire marcher sur les pieds. Donc ils reviennent un peu sur l'introduction de la langue coréenne, par exemple, parce qu'ils disent, bon, on était un peu loin. Puis voilà, ils commencent à revenir, puis voilà, la Seconde Guerre mondiale éclate, et il y a des maquis qui éclatent. Il y a des maquis partout. Il y a des maquis qui sont aidés par les communistes, les Russes et les Chinois, et puis il y a d'autres maquis intérieurs avec des nationalistes. Et puis évidemment, il y a des collabos, comme toujours. Donc la Seconde Guerre mondiale s'arrête, c'est divisé en 2 pays, la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec évidemment des maquis séparés entre les deux. Et puis la Corée du Sud, bah, ils récupèrent des collabos sous aide américaine. C'est donc à faire. Et là, après, voilà, c'est une série de régimes autoritaires qui se succèdent, avec une série de coups d'État. Et le régime en fait qui va durer le plus longtemps, c'est Park. C'est le général Park. Et Park, c'est un gars assez intéressant parce qu'à l'origine, c'est vraiment le prototype des gens qui a installé la CIA dans le monde entier, quoi. Le gars, à l'origine, il est communiste. Il trahit sa cellule, puis voilà, il prend le pouvoir. Mais alors, par contre, c'est un gars finot. C'est-à-dire qu'il arrive au pouvoir, il manipule les élections, jusqu'au moment où il fait vraiment un coup d'État. Mais tard, dans les années 60. Voilà.
C'est-à-dire que... Et c'est un gars qui... En fait, la base de l'industrie coréenne, ça naît avec ce gars-là. Et c'est un truc qui ressemble un peu au régime qu'a fait Trujillo en République dominicaine. C'est-à-dire un régime autoritaire et industrialisation derrière, à marche forcée. Avec tout ce qui est à gauche, bon, on se fait laminer, c'est communiste, on dit que c'est le mal. Voilà. Et Yoon Mi-yeol, ça fait partie de ces gens, en fait, c'est un type à gauche, clairement. Pas aussi radical que Wang, qui lui est un gauchiste, en fait. Mais vraiment un gauchiste. Enfin, le mec, il a fait actuellement, en 98, il a fait 5 ans de teul. Parce que ce gars-là était en Corée du Nord, pour représenter la Corée du Sud. Il est revenu. Quelques années après. C'est-à-dire, il était en exil en Amérique, il revient en 98, et là, on lui dit, bah voilà, mon garçon, t'as gagné 7 ans de teul. Et donc le pen club se mobilise, enfin tout le monde se mobilise pour dire non, non, attendez les gars, ça suffit les conneries. Et il fait que 5 ans de plus. Donc, alors lui, il ne va pas faire ça. Mais lui, ce qui va le marquer, c'est que son père se retrouve du mauvais côté de la frontière. Son père est du côté rouge, du côté communiste. Et donc lui, il est considéré comme un traître. Voilà. Et donc tout ce qu'il écrit, c'est basé sur ça. Enfin, c'est vraiment l'histoire de la Corée, les rapports de la démocratie avec la Corée, et ainsi de suite. Alors, donc, le premier, notre héros défiguré, c'est clairement ça. C'est une réflexion sur la démocratie, comment le pouvoir est donné, et ainsi de suite, comment les gens acceptent des régimes injustes, comment ça peut durer longtemps. Le deuxième est plus intéressant. Enfin, quand je dis plus intéressant, c'est moins classique. C'est une réflexion sur l'art, et l'art asiatique et l'art occidental. Donc c'est un jeune homme qui est pauvre. Quelqu'un de sa famille le place parce que ses parents ont dû partir, je crois qu'il a perdu son père. On le place auprès d'un maître calligraphe. Donc voilà, le maître calligraphe le regarde, puis le gamin commence à dessiner, enfin c'est un truc. Et le maître calligraphe, pendant toute sa vie, il dit non, c'est nul ce que tu fais, ça va pas du tout. Puis le gamin s'acharne. Et en fait, progressivement, on comprend que non, c'est pas assez nul. C'est un mec, c'est un génie, en fait. Voilà. Et le gamin en question est génial. Le mec, le calligraphe, sait qu'il est génial. Seulement, c'est pas... Le problème, c'est que... Comment dire, la conception de l'art qu'a le gamin, qui est la conception spontanée qu'a ce gamin, ça ne correspond pas au cadre social de l'époque. Parce que ça se passe au moment de la colonisation du Japon, en fait. Et donc, il n'y a pas de date, mais on sent. Il suffit de lire les trucs, on voit, ça doit être 1800, 1910, dans ces eaux-là, quoi. Et donc, en fait, il y a toute une réflexion sur l'art, et donc ce gars-là, bon, se lance là-dedans, et puis c'est en quelque sorte son père adoptif, en plus d'être son maître en calligraphie. Et donc, il y a une espèce de rapport trouble, comme ça, qui est entre les deux. Voilà, c'est le maître, et en plus, non, c'est aussi ma famille. Et l'autre le rebroue en permanence, lui dit non, ça va pas, c'est nul, voilà. Il lui donne jamais de conseils, enfin, voilà. Et l'autre, il s'acharne pour montrer que voilà. Et bon, à un moment, ça pète, non, le gamin s'en va. Et puis, voilà, libéré de l'emprise du maître, voilà, tout le monde dit ah, c'est un génie, c'est merveilleux, il fait des expositions, il gagne des prix. Puis voilà, ça y est, il est un peu fortifié, il dit non, je vais montrer au maître que. Voilà. Il revient et l'autre le regarde et dit ça vaut rien. C'est de la merde. C'est un maître calligraphe. Hein, s'il dit ça. Ça le trouble, parce que c'est quand même pas un clampin, quoi. Et donc pendant 2 ans, il y a de bouderie, ça va pas, puis voilà, ça repart, et puis l'autre commence à lui redonner des conseils, des trucs, enfin, mais tout en étant bien bravache. Et au fur et à mesure, en fait, le gamin entend des conversations, il se rend compte, en fait, que le mec calligraphe, c'est un génie, c'est pas possible. Voilà, voilà. Et en fait, c'est même plus subtil que ça, c'est le mec calligraphe, en fait, lui dit, mais je peux pas l'aider, parce que sinon, il va gâcher sa vie, en fait. S'il fait suivant ce que moi je pense que c'est l'art, c'est fini. Il va passer sa vie à dessiner et machin, et puis voilà. Donc je peux pas l'aider, il faut pas qu'il fasse ça. Donc il y a tout ce rapport-là. Et de l'autre côté, le gamin, évidemment, le temps passe et l'Occident arrive. C'est indirect, on ne le voit pas, mais on comprend que les idées occidentales commencent à rentrer. Et lui, en fait, il se rend compte que sa conception spontanée, c'est celle de l'Occident, en fait. C'est l'artiste, l'affirmation de l'individu. Et progressivement, en fait, il se rend compte que en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est la synthèse des deux. Et voilà, enfin, tout le récit, c'est ça, et ça s'achève à savoir, évidemment. Donc c'est un bouquin c'est vraiment une nouvelle qui est très très fine, qui est très très belle.
Et je trouve que c'est une des meilleures en fait du recueil. Alors l'hiver, cette année-là, c'est une autre novella. Alors elle est un peu satirique, elle est assez dépressive par contre. Elle est un peu satirique parce qu'il y a le côté, voilà, c'est un jeune étudiant qui part, romantique, enfin, il dit voilà, je veux trouver un sens à ma vie, et puis de toute façon le monde n'a pas de sens, enfin, il a fait de la philo visiblement, enfin ça a l'air assez vague son niveau en philo, il dit je vais me suicider devant la mer. Voilà. Il part comme ça, et alors donc il y va, et puis il rencontre que les pauvres, les prostituées, les machins, parce que voilà, il va au peuple. Et puis rapidement il se fait un peu remettre à sa place par, notamment il y a une scène assez rigolote où il se fait remettre à sa place par un clampin. Il commence à lui lancer des tirades, sur Sartre, machin, et puis l'autre lui dit écoute, tu racontes des conneries. Et en fait, il tombe sur un clampin qui connaît mieux la philo que lui, donc ça va pas du tout. Et puis, voilà, il y a tout ce truc-là, mais bon, il y a un petit côté satirique, mais il y a aussi un côté un peu sérieux sur justement ça, quoi, l'acceptation enfin, du monde tel qu'il est. Et c'est beaucoup moins politique. Alors là, autant le premier est vraiment un texte politique, le deuxième c'est vraiment un texte de réflexion sur la culture. Et le troisième est beaucoup plus métaphysique. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant, parce que ça recouvre l'ensemble de ce qu'il peut faire, cet auteur. C'est vraiment des textes qui peuvent être à la fois très philosophiques, très de réflexion, d'autres assez politiques, vraiment avec bon, même si c'est un sens philosophique, il y a relativement politique. Il a fait partie des gens du mouvement démocratique, en fait. Par exemple, le mouvement démocratique, lui, il en a fait partie, et ça a été une horreur. Enfin, c'est une des raisons pour laquelle il a fait la top, en fait. C'est que je ne sais pas si lui a participé au... Il y a eu un grand massacre en Corée en 80. Il y a eu 300 morts. Donc l'armée qui tire à la foule, enfin, un truc épouvantable. Quoi. Ils bouclent une ville, puis ils envoient à l'armée 30 000 bidasses qui chassent les étudiants dans la ville. Ils font du ball-trap. Et lui, c'était l'un des gars qui animait la radio libre des étudiants. Voilà. Donc, c'est lui, je sais qu'il était associé au mouvement démocratique, mais je sais pas jusqu'à quel niveau. C'est pas... Donc voilà, ça c'est un bouquin très intéressant parce que justement il y a ce rapport avec l'histoire et puis avec l'Occident. Parce que voilà, l'Occident se diffuse et puis, vous voyez, Kamza Boroway, il rencontre Sartre, il fait sa thèse sur Sartre. Youmenyol, lui aussi, il y a aussi des liens qui se font comme ça avec l'Occident. Wang, par exemple, son dernier est vachement bien, Princesse Barry. Parce que c'est pareil, ça fonctionne sur le même principe, c'est une légende coréenne. Sauf que là, c'est la mondialisation actuelle. C'est une jeune femme qui part de Corée du Nord, et puis voilà, elle s'échappe, et puis elle tombe dans les réseaux de prostitution, les machins. Mais sauf qu'il n'y a pas que ça. Et c'est vraiment la bonne femme qui rencontre tout le monde, qui croise le 11 septembre, enfin... Et il y a vraiment un côté vraiment global qui est très intéressant, parce que vous voyez, voilà, c'était Yomignol, c'était vraiment centré sur la Corée, sur l'histoire de la Corée, et là, ça commence à éclater et à prendre une ampleur beaucoup plus vaste. Alors, je vais maintenant... Bon, on va finir un peu. Je vais passer à Wang Hanmi. C'est une chinoise. C'est une shanghaïenne. Et alors ça, c'est un bouquin magnifique. Mais vraiment... alors, donc c'est le chant des regrets éternels. Donc c'est l'histoire d'une femme moyenne, en fait. C'est-à-dire, c'est une shanghaïenne, une jeune femme élégante, qui grosso modo vit dans les... Enfin, elle commence... C'est l'histoire vraiment de sa vie. Qu'elle vit dans les années 30. C'est une jeune femme un peu élégante, qui devient plus ou moins... qui essaie de faire... Enfin, on lui propose, une de ses amies, un cousin qui travaille dans le cinéma, et puis qui lui propose de faire un essai au cinéma, enfin des choses comme ça. Mais ça, c'est pas fait comme ça, c'est pas direct, elle n'a pas d'ambition particulière. Puis elle réussit, elle se fait connaître, elle devient une sorte de reine de beauté, elle devient la maîtresse d'un homme riche, dans les années 30. Le directeur lit, et puis, voilà, le temps passe, sa vie change petit à petit, mais ça reste quelqu'un de très fin, de très délicat, pas du tout une arriviste ou... Et puis, en fait, bon, elle a une sorte de statut un peu de concubine pour cet homme riche. Puis sa vie s'arrête parce que le type meurt dans un accident d'avion. Et derrière, c'est le fond, c'est la guerre, les choses comme ça. Mais c'est vraiment en tâche de fond, la guerre, tout ça. Ce qui vraiment intéresse Wang Hanmi, c'est les relations entre les gens. Et c'est extrêmement méticuleux, délicat. En fait,
le truc qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a quasiment pas de dialogue. C'est juste les gens qui disent « Ah tiens, je pense ceci, mais telle personne pense cela, ou tel autre, c'est un con parce qu'il n'est pas capable de voir que tel détail. » C'est extraordinairement délicat et très fin. Et puis, il y a 3 livres. Donc il y a, voilà, jusqu'à l'arrivée de la Première République. Donc, alors, c'est la Première République, pardon. Après, c'est les communistes qui arrivent au pouvoir. Donc voilà. Donc là, la jeune femme continue de vivre. Elle a complètement changé de statut, elle est plus riche. Il faut pas qu'elle en parle parce que voilà, c'est pas bien vu. Et puis, on sent, en tâche de fond, on sent un moment, les gens ils commencent vraiment à plus voir beaucoup à manger, quoi. Enfin, ça va pas bien, quoi. Donc là, grand bond en avant. Et puis, il y a quelques pages sur la révolution culturelle. Parce qu'elle tombe amoureuse d'un type, et puis voilà, ça se passe pas bien, et voilà, le chaos arrive, la révolution culturelle arrive. C'est jamais décrit, c'est vraiment, vraiment par tout petit détail. Il y a 2 pages magnifiques où on a décrit ce qui se passe, enfin, on voit que c'est l'horreur, quoi. On voit que le monde s'effondre. Mais, voilà, c'est pas plus. Puis ça repart. Et il y a la fin de sa vie. Et la fin de sa vie, voilà, Shanghai renaît. Et donc tout ce qu'elle avait connu, enfin, c'est vraiment que des trucs délicats, sur la mode, des choses comme ça, tout ça, ça renaît. Et donc on pourrait se dire, ben voilà, c'est le printemps qui revient, et en fait non. Et la fin est très très amère, et ça se finit en 86. Et c'est très amer, mais comment dire, c'est exactement ce qu'il faut dire. C'est pas du tout un roman politique, c'est ça qui est fabuleux, c'est que la politique c'est en creux. On le voit en fond, c'est vraiment une brume. Il y a la vie de cette personne, la vie d'une femme, qui est décrite vraiment de façon très minime, mais qui n'est pas une héroïne, qui n'est pas quelqu'un de fabuleux, qui a une vie extraordinaire, qui a des choses, des détails, des choses très fines, c'est des choses d'une ville, et qui est vraiment reliée à quelque chose d'une culture particulière, quoi. Et en fond, il y a la grande histoire, mais qui est vraiment que par petits spots, c'est pas du tout le truc qui l'intéresse, mais on sait que c'est la grande histoire. Et vraiment ce qu'elle décrit, en fait, c'est vraiment, il y a un moment, il y a un passage où elle parle des plantes qui poussent dans les crevasses des routes ou des immeubles. C'est exactement ça. C'est la vie c'est la vie des petites plantes, en fait. Et tout le reste, tout le grand chaos qui est derrière, on le voit pas, mais on le soupçonne. Et c'est fabuleux. C'est un des plus beaux romans que j'ai vu sur une ville, en plus. Donc c'est extrêmement sensuel, enfin, les descriptions de Shanghai, enfin, c'est les promenades dans la ville, enfin, les descriptions des couleurs, des odeurs, et puis de la façon dont les gens vivent, la façon dont les relations qu'ils ont, ainsi de suite. C'est que des petits détails. Alors, ça, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est un... Alors, il y a un auteur à laquelle ça me fait penser, c'est Helen Chang. Alors, Helen Chang, j'en ai découvert ses bouquins tardivement, c'est pour ça que je ne les ai pas intégrés dans la sélection. Mais c'est une auteure, c'était une femme qui était shanghaïenne aussi, et puis qui a écrit des choses dans les années 40, et qui était dans un style particulier à Shanghai, et on peut dire que Wang Ani elle reprend un peu cette façon de faire, qui est un truc vraiment, je dirais pas sentimental, parce que apparemment, d'après ce que je comprends, tu pourras peut-être mieux le dire, hein, mais il y a vraiment un côté soit romance sucrée, ou maintenant romance trashy, comme ils font, ou des trucs super sophistiqués, avec vraiment des détails très fins entre les relations entre les gens, de psychologie, des choses comme ça. Et c'est Hi-Pi, c'est ça? Hi-Pi. Ouais. Bon, enfin bon, apparemment c'est le truc qui est associé à la modernité de Shanghai, quoi. Et qui a un truc, un peu une sorte de fusion de la culture savante chinoise, aussi sentimentale, et de l'Occident. Et de la modernité qui naît à Shanghai. Et qui naît grâce aux mafieux. Voilà. Donc c'est vraiment un très très grand livre. Ça, je pense que c'est à mon avis, Wang Ani, c'est une des meilleures écrivains chinoises actuelles. Et c'est très intéressant à lire. C'est vraiment... Alors, par contre, voilà, quoi, elle prend son temps. Hein. Ça virevolte pas, c'est pas des barbares avec 2 haches et qui sont nus. Hein. Mais en fait, ça manque un petit peu de barbares à 2 haches nus dans ta sélection. Bah, si tu veux, t'en auras là. Ouais. Et je vais finir sans celui-là. Alors, Yu Yua. Alors, Brothers, ça c'est un bouquin assez intéressant. Parce que il est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est tous les travers de la mauvaise littérature chinoise. Sauf que non. Enfin, à mon avis, non. Voilà. Bon, c'est un bouquin, il a été publié en 2 volumes. En français, on l'a en un seul volume. Et alors, Yu Yua, c'est un gars intéressant parce qu'il a été... ça fait partie de ces jeunes gens qui ont été envoyés à la campagne. C'est pareil, elle aussi, elle a été envoyée à la campagne. Il a été dentiste, aux pieds nus.
Voilà. Qu'il a arraché les dents. C'est pour ça qu'il y a un You, l'arracheur de dents, dedans. Je pense que il doit intervenir dans son roman. Mais il s'est mis à écrire très tôt, et il a vraiment... c'est un gars qui fait des choses qui a pu faire des choses très sophistiquées. Il y a un recueil de nouvelles, là, chez Actes Sud, j'ai plus son nom en tête. Hein. Je sais pas si... Un amour classique. Un amour classique, c'est très bien. C'est des nouvelles fantastiques. C'est des nouvelles qui sont un mélange d'écriture occidentale, d'écriture... c'est-à-dire qu'il y a des choses, des liens avec Kafka, des liens avec Borges, et il y a des trucs du fantôme chinois. Et il y a de la politique aussi. Il y a une nouvelle, par exemple, de fantôme chinois là-dedans qui se passe pendant le Grand Bond d'avant. Donc sur fond de famine, de trucs vraiment épouvantables. Et c'est vraiment un auteur qui est très intéressant parce qu'il a commencé par faire des trucs un peu d'avant-garde comme ça. Puis, en 92, on leur dit il faut vous lancer dans la mer, comme ils disent. Donc voilà, on privatise tout et donc vous avez plus de rente. Donc vous arrêtez d'être fonctionnaire et d'écrire. Donc maintenant il faut vendre. Et donc il a commencé à faire des choses qui sont plus faciles à lire. Ça veut pas dire facile à lire, ça veut pas dire que ce soit de la merde. Et clairement, il a fait des bons trucs. Hein. Il a fait Vivre, qui était adapté par Yang Guillemot, qui est un très beau livre sur... C'est un très beau livre sur l'histoire de la Chine, en fait. Et sur la piété filiale. Et donc vraiment sur la culture chinoise. Et c'est un bouquin tout court. Voilà. Donc là, donc celui-là, c'est un bouquin très très beau où on voit un type qui normalement aurait dû être purgé, parce que c'est le fils d'un mec riche, et qui, comme son père, comme il est joueur, il est ruiné, donc il est pas riche, donc ça va. Donc il a aucune instruction, et il passe à l'aise. Bon. Alors là, ça c'est autre chose. Donc là, on suit deux types. Alors quand je dis que ça a tous les travers de la mauvaise littérature chinoise, c'est que c'est spectaculaire, c'est dégueulasse, c'est trashy, mais, voilà, il y a un fond qui est très intéressant. Et, déjà, le type commence, son père, il se noie dans une fosse septique, parce qu'il regarde sous les jupes des filles, voilà. Donc il meurt noyé comme ça. Et bon, la famille est pas très contente, donc le gamin est adopté par... sa mère se remarie avec quelqu'un d'autre et qui a déjà un enfant. Et donc ils se retrouvent, ils sont deux. Alors lui, il est un peu vicelard aussi. Aussi, sa spécialité, c'est de regarder sous les jupes des filles dans les toilettes. Voilà, c'est bien. Et ce qui fait que tout le monde trouve putain, c'est bien. Alors il se fait convoquer par la police et la police lui dit alors tu nous racontes un peu. Tu as donc vu les fesses de machin. Tout en lui disant c'est pas bien ce que tu fais. Et puis, et son frère, son demi-frère, lui, c'est un type droit. C'est un type qui est honnête, qui est bien, qui lit, alors c'est à la campagne que ça se passe. Et donc, a priori, voilà, c'est celui qui doit réussir. Et tout le monde l'aime bien, parce que, voilà, tout le monde... Et la révolution culturelle débarque. C'est vu par un enfant, la première page. C'est vu par les enfants. Donc on voit des gamins, des gens qui commencent à se faire battre à mort, on ne comprend pas pourquoi, les gens sont pourchassés, les gens deviennent fous parce qu'ils sont battus à mort, c'est le chaos. Puisque la mère s'est remariée avec un prof d'un lycée, son père évidemment se retrouve avec bonnet d'âne et tout, et hop là, voilà, le père il meurt, il est battu à mort, la mère devient folle, enfin c'est l'enfer absolu qui tombe. Et c'est la première partie, c'est réaliste. Voilà, c'est vraiment... c'est un truc, voilà, ça remue bien. Il y a ce côté qui commence un peu à être un peu bizarre au début qu'on a vu, qui s'arrête au milieu. Il y a un côté vraiment, vraiment dur, enfin vraiment... voilà. Alors, c'est pas exceptionnel dans la littérature moderne chinoise, parce que maintenant, la révolution culturelle est un truc qui a été... voilà, les gens en parlent, c'est pas exceptionnel ces descriptions. Donc ce côté-là, finalement, est pas très innovant. Après, la deuxième partie commence. La deuxième partie, le type, voilà, c'est un lourdeau, il essaie vaguement de faire carrière, il casse les pieds à tout le monde parce qu'il est mythomane, enfin c'est une horreur quoi.
Il y a une jeune fille qui est super belle, évidemment, il commence à dire « Ah, je la veux !» Bon, la fille dit oh, « Dégage, ça va, quoi. J'ai pas envie d'entendre parler de toi. » Et puis, comme il casse les pieds à tout le monde, il veut absolument être le meilleur, le machin, un truc, on lui refile la direction d'une usine qui est destinée uniquement aux handicapés. C'est-à-dire qu'il n'y a que des handicapés, des malades mentaux, des gens, enfin, voilà, quoi. On dit « Tu gères ça, voilà, tu seras chef, au moins tu as envie d'être chef, tu feras ça, et tu nous emmerdes plus. » Et donc le mec fanfaronne, sans comprendre qu'il n'y a rien, quoi. Sauf que le gars, il est dégourdi. Sauf que l'usine, il arrive à la faire tourner. Pas bien, mais elle tourne un peu, il récupère un peu de fric. Alors il se dit, je vais pouvoir récupérer la jeune beauté, quoi, et puis la fille lui dit, oh, garçon, jamais avec toi. Et puis finalement, elle part avec le demi-frère, qui est le type gentil, sympa et honnête, et voilà. Donc ça pourrait rester comme ça. Alors l'autre se dit, j'ai aucun avenir, c'est fini, donc voilà. Il veut se castrer. Enfin, il se fait pas castrer, il se fait faire une vasectomie, voilà. Et ça commence. Parce que là, maintenant, il est libéré, il n'a plus de problème, il n'a plus d'inquiétude pour avoir des gamins, donc là, il démarre au quart de tour. Et en fait, là, il commence à s'enrichir, en fait. Ça commence au moment où il est dégagé de son usine, parce qu'il a fait faillite. Alors, il dit, non, je vais redevenir chef, donc là, il fait une sitting. Puis pour survivre, parce qu'il n'a plus d'argent, il dit bah, t'es dégagé, voilà, t'as plus rien. Donc il commence à accumuler les ordures, puis à les trier, puis à faire fortune, parce qu'il récupère les trucs qui marchent, puis il engage des paysans autour, puis voilà, son usine, ça commence à monter. Et puis voilà, c'est le type qui commence à devenir riche dans la région, dans le patelin, et puis le gars, le sens du commerce, quoi. Enfin, il arrive vraiment à se débrouiller, il monte des modes ridicules, enfin, il arrive à faire des trucs délirants, il importe des vieux costumes du Japon. Alors les gens se précipitent sur ces vieux costumes crasseux, mais voilà, ils ont des costumes qui ont 3 pièces. Et ça se fait au moment où, évidemment, l'économie chinoise commence à se libéraliser, quoi. Et, donc le gars a le sens, et finalement il devient riche, et puis il rachète littéralement tout son village, le transforme, rase les trucs, dont des monuments historiques, ils s'en foutent, c'est grave, c'est des vieilleries, ça sert à rien, même si ça apparaît dans les 4 classiques chinois. Hein. Bon. Et ça reste, ça reste toujours un pecno braillard, mais astucieux. Et puis ça monte, et pendant ce temps, son demi-frère, lui, il chute. Parce qu'il sait pas se débrouiller dans le capitalisme. Il n'a pas le sens des affaires, c'est un brave homme, mais voilà, il est complètement largué dans ce monde-là, et voilà. Alors sa femme est ouvrière, puis voilà, ils chutent tous. Et donc au moment où l'un monte, l'autre descend, et il y a tout un truc qui est très... Alors, c'est écrit, c'est très rigolo, parce que c'est vraiment une écriture... c'est très vulgaire, c'est des injures, des machins. Mais avec l'idée, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a quand même l'idée de représenter c'est une couche sociale. C'est les nouveaux riches, mais c'est les nouveaux riches particuliers, c'est les gens de la campagne. Et ça correspond effectivement à une phase du capitalisme chinois. C'est la première phase en fait d'enrichissement, ce moment où Deng Xiaoping lance sa phase de réforme, ça commence comme ça. Ça commence par ces premiers types qui sont astucieux, qui sont nés souvent avec la révolution culturelle, qui ont été des chefs, des meneurs d'hommes, ou bien qui sont apparus à ce moment-là, et qui commencent à s'enrichir. Et donc il y a vraiment un côté, ce travail sur la langue, sur la grossièreté, c'est vraiment un truc, une référence à la culture. Et derrière, petit à petit, on voit apparaître la figure de ça. Parce que, voilà, notre entrepreneur, il finit par furieusement ressembler à un des brigands, quoi. Et effectivement, l'auteur le compare à Tourbillon Noir, le type avec les 2 haches, tout nu, voilà. Et donc, effectivement, c'est un bouquin qui est très intéressant parce qu'il pioche sur plein de choses. Il y a un côté complètement énorme, enfin, c'est une farce grotesque, c'est une critique vraiment acerbe de ce que devient la Chine, qui devient dégueulasse, enfin, qui devient... Et aussi, c'est le portrait d'un entrepreneur schlumpotérien. C'est-à-dire, c'est le gars à la création destructrice. Il bâtit en détruisant tout autour de lui. Et clairement, c'est un type terriblement ambigu parce que c'est un abruti fini. On le voit, il est décrit comme un con. Mais aussi, c'est un type fabuleusement astucieux et dégourdi. Et c'est un brave homme. Et on retrouve la même image. Et clairement, je pense que Yayoi joue sur ça. Il y a dedans des façons d'écrire qu'on retrouve là-dedans.
Et donc les deux sont reliés, et il y a cette idée-là que c'est un peu, voilà, effectivement la Nouvelle Chine c'est aussi des brigands, mais il n'y a pas que des brigands. Il y a une espèce de c'est un personnage vraiment terriblement ambigu, et la fin est terriblement ambiguë. Parce qu'on ne sait pas si c'est un vrai salaud, un monstre d'égoïsme et de bêtise, ou si c'est un peu plus ambigu que ça. Et lui-même ne le sait pas. Et donc il y a vraiment un côté intéressant, parce que c'est pas... Ça pourrait être vu comme un portrait à charge, ou le contraire. Et vraiment, c'est vraiment le point de vue qu'on prend. Et je dirais vraiment... Je pense que... Bon, il y a un aspect qui est effectivement... Enfin, le personnage est misogyne, enfin, au moment où il rachète... La jeune femme charmante, effectivement, elle est littéralement achetée par ce gars-là, quoi. Il y a une scène colossale au milieu, où il y a une espèce de concours de beauté, dont le but c'est de désigner, parce que lui, il veut une vierge, absolument. Vierge de beauté, donc il y a 2000 chinoises qui viennent pour lui, et il les teste toutes, les unes après les autres. Parce que c'est lui. Et derrière, c'est vraiment un truc sur la masculinité chinoise aussi, et le rapport à la créativité. Parce que c'est clairement dans la conception classique chinoise, il y a ça. Et l'autre, qui descend, se féminise. Il y a une scène d'anthologie où le gars se fait imposer d'avoir des implants mammaires parce que dans son boulot de colporteur, il faut que ça soit spectaculaire, et donc on lui impose ça. Parce qu'il est en train de descendre, et donc c'est une femme. Et c'est un... Il y a ces passages qui sont à la fois grotesques et fantastiques aussi. Il y a un côté fantastique dedans, c'est pas du tout réaliste, c'est pas un guide d'économie, c'est pas un truc d'économie politique. Mais il y a aussi ce côté un peu... effectivement, cette ambiguïté de l'entrepreneur schloupatérien, quoi, qui est le gars qui détruit les positions, et qui, en détruisant les positions acquises, bâtit autre chose, quoi. Et alors, dedans, il y a effectivement cette ambiguïté, c'est que le capitalisme chinois actuel, c'est pas ça. C'est-à-dire que, voilà, les grandes firmes qui dominent, c'est les firmes des fils des princes, des cousins des princes rouges. C'est pas le gars-là en question. Et alors, je sais pas si c'est parce que c'est un effet d'époque, parce que quand il a commencé à écrire en 2003, ou si c'est parce que le gars se dit « Ah non, je vais pas prendre un prince rouge, parce que non, soit ça passera pas dans la censure, soit ça sera mal vu, soit c'est pas ce gars-là que je veux présenter comme sympathique, et que je prends le clampin de base qui arrive à bâtir quelque chose, qui lui, effectivement, est sympathique. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez subtil derrière, qui fait que c'est pas un bouquin... Enfin, j'ai vu des critiques qui disaient « Ah oui, c'est un truc, c'est trashy, c'est une horreur, machin, ou... Enfin, il y a une grande traductrice anglaise qui a dit que c'était de la merde, quoi. Mais je pense qu'elle a tort. Je pense que c'est un très bon bouquin, un très grand roman, et très fin, en fait. Ah voilà. Vous faites comment, le livre ? Brothers. Et c'est traduit par qui, pour le compte ? C'est deux traducteurs. Angèle Pinault et Isabelle Rabut. Je ne connais pas. Voilà. Donc voilà, bon, je vous ai présenté ces quelques bouquins. J'ai essayé de faire un tour au point de vue historique, puis de les mettre en correspondance. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Voilà. Merci.